Scandinavie. Pour notre première étape vers la Scandinavie, nous nous posons dans la ville de Münster, dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne. Connue pour son art de vivre, Münster est souvent appelée la capitale du vélo de l'Allemagne. La ville est entourée de parcs et de lacs, comme le lac Azé. Fondée en 793 par Charlemagne comme siège épiscopal, Münster a joué un rôle central dans la christianisation de la région. Mais, elle est surtout célèbre pour le traité de Westphalie en 1648, signé en partie à Münster. Il mit fin à la guerre de 30 ans, un des conflits religieux entre États protestants et catholiques, les plus dévastateurs de l'histoire européenne. La ville a été sévèrement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais de nombreux bâtiments historiques ont été reconstruits à l'identique. La construction de la cathédrale Saint-Paul a commencé au XIIIe siècle, et elle a été construite dans le style gothique, avec ses voûtes en ogive, ses vitraux colorés et ses sculptures détaillées. L'une des caractéristiques les plus célèbres de la cathédrale est son horloge astronomique, qui date du XVIe siècle. De Münster, nous remontons vers le Danemark, pour nous arrêter dans la ville de Odense. Située sur l'île de Fjoni, Odense est connue pour être le lieu de naissance de l'écrivain Hans Christian Andersen. Le village fionien est un musée en plein air qui offre aux visiteurs une plongée dans la vie rurale danoise, telle qu'elle était au XVIIIe et XIXe siècle. La vie était centrée autour de l'agriculture et de l'élevage. Les familles vivaient dans des maisons en torchis avec des toits de chaume, et leur subsistance dépendait largement de ce qu'elles pouvaient produire sur leurs terres. Les habitants du village pratiquaient divers métiers artisanaux, tels que la forge, la menuiserie et le tissage. Ces compétences étaient essentielles pour la fabrication d'outils, de vêtements et d'autres articles nécessaires à la vie quotidienne. L'éducation formelle était limitée, mais les enfants apprenaient les compétences nécessaires à la vie rurale dès leur plus jeune âge. La maison du prêtre est plus grande et mieux construite que les maisons des paysans. Elle reflète le statut social plus élevé du prêtre dans la communauté. Plusieurs cuisinières s'affairent à préparer de délicieuses crêpes. Le moulin est un élément clé de la reconstitution historique du village danois du XIXe siècle. Il est équipé de mécanismes internes en bois pour transformer l'énergie du vent en mouvement rotatif, utilisé pour moudre les céréales. Le moulin est souvent un lieu de rencontre pour les villageois, où ils peuvent échanger des nouvelles et des informations tout en attendant que leurs céréales soient moulues. La journée se termine sur un spot au bord du Odense Fjord, pour admirer le coucher du soleil. Pour nous rendre d'Odense en Suède, nous devons traverser 3 ponts. 2 d'un peu plus de 6 km 5 chacun, entre l'île de Fyn et de Zélande, et un d'un peu plus de 7 km 8, pour rejoindre la Suède. Situé à Helsingborg en Suède, le château de Sofiero était à l'origine une résidence d'été pour la famille royale suédoise. Niché au bord du détroit d'Eresund, ce château offre une combinaison envoûtante d'architecture élégante et de jardins somptueux. Au-delà du détroit, on peut apercevoir le château d'Elseneur, au Danemark.
Les jardins de Sofiro s'étendent sur de vastes hectares, ils abritent une incroyable variété de plantes et de fleurs. Nous continuons notre progression vers le nord, direction Fialbaka. Fialbaka est un pittoresque village de pêcheurs, entouré par l'archipel de Bohuslän. Le village est caractérisé par ses falaises abruptes, ses eaux cristallines et ses nombreuses îles accessibles en bateau. Le village a inspiré de nombreux artistes et écrivains, dont la célèbre auteure de romans policiers Camilla Läckberg, qui a situé plusieurs de ses intrigues à Fialbaka. Dans les années 1950, Ingrid Bergman a acheté l'île de Danholmen, située près de Fialbaka, dans l'archipel de Bohuslän. Un endroit où elle pouvait échapper à la vie trépidante d'Hollywood, et profiter de la tranquillité et de la beauté naturelle de la côte ouest de la Suède. La faille rocheuse de Kungskliftan débute la petite randonnée sur la falaise qui domine la ville. Selon la légende, elle aurait été créée par un roi viking. La balade offre des vues spectaculaires sur l'archipel et les paysages côtiers. De Fialbaka, nous reprenons notre route pour rejoindre la côte est. Nous faisons halte à Lidköping, le long du lac Vänern, le plus grand de Suède et le troisième d'Europe. De là nous prenons la direction de Gävle, ville située sur la Baltique à 170 km au nord de Stockholm. Le quartier historique, ou Gamla Gefle, est l'un des rares à avoir survécu au grand incendie de 1869. C'est un labyrinthe de ruelles pavées étroites, composé de petites maisons en bois coloré, souvent peintes en rouge, jaune ou gris. Elles datent des XVIIe et XVIIIe siècles. Nous poursuivons notre montée vers le nord, pour faire une courte étape à Sundsvall, et la Norraberget ou montagne nord, en français. De cette colline, un mirador offre une vue impressionnante sur la ville et le golfe de Botnie. Sundsvall, historiquement lié à l'industrie du bois, a brûlé à plusieurs reprises. Le plus grand incendie, en 1888, a rasé presque toute la ville. Le musée en plein air présente des bâtiments historiques traditionnels venus de la région du Medelpad. Reprenons la route vers le parc national de Skuleskogen. Ce parc fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000 grâce à la géologie exceptionnelle de la Haute-Côte. Plus de 30 km de sentiers balisés traversent le parc qui n'est accessible qu'à pied. Nous empruntons le Höga Kustanleden, le sentier de la Haute-Côte, qui traverse le parc. Nous traversons des forêts primaires de pins, d'épicéas et de feuillus. Plusieurs refuges permettent aux marcheurs de passer la nuit gratuitement dans le parc. Nous longeons des lacs glaciaires isolés. La fente de Slatdal est emblématique du parc. C'est une fente naturelle spectaculaire de 200 mètres de long et jusqu'à 40 mètres de profondeur, creusée dans un énorme mur de granit rouge.
La randonnée devient de plus en plus intense pour arriver au Grand Cairn au sommet qui offre une vue époustouflante sur la mer et les montagnes.